Bien, en attendant que notre président de séance revienne, je prends sa place pour introduire notre intervenante suivante, Madame Zhang Yahan, qui a été formée en sciences politiques à Taïwan, puis en sociologie en France. Elle est, alors il faudra que me corriger si je me trompe, hein, elle est chercheuse à l'INED, qui est l'Institut national d'études démographiques, et à Sciences Po, et a publié un livre aux éditions de la Découverte en 2021 qui s'intitule « Une minorité modèle, point d'interrogation, chinois de France et racisme anti-asiatique ». Et elle nous propose donc une communication intitulée « La Chine comme mode d'emploi, discours et contre-discours sur le racisme anti-asiatique en France ». Merci, merci pour cette invitation. Bon, mon intervention, je ne vais pas parler de l'anti-racisme à la caractéristique chinoise. Je vais plutôt essayer d'analyser ce glissement entre la catégorisation de la Chine, surtout comme une catégorie de l'appartenance, une État-nation, et la catégorisation des Asiatiques en France. Parce qu'en fait, en France, le problème le racisme dit anti-asiatique commençait à circuler dans le champ militant, médiatique, politique assez récemment, surtout après 2016, à la suite de la mort de Chao Linjiang, un immigré chinois victime d'un vol violent à Aubervilliers. Donc, dans mon livre paru en 2021, j'avais analysé ce processus de la publicisation du problème du racisme anti-asiatique en deux temps. Dans le premier temps, c'était du coup toutes ces mobilisations entre 2016 et 2018 autour de questions de violence, des agressions physiques. Et dans un deuxième temps, à partir de 2020, bien évidemment, avec le Covid, on voit une généralisation, une mondialisation de conscience sur les racismes et violences visant les personnes perçues comme asiatiques, et notamment après, en mars 2021, la meurtre de 7 esthéticiens à Atlanta, qui a déclenché le hashtag Stop Asian Hate. Et pendant ce temps-là, du coup, on voit aussi une évolution du discours politico-médiatique d'un côté, et de l'autre côté, l'évolution du discours militant antiraciste. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est donc ce glissement entre ces deux catégories, être chinois d'un côté et asiatique, et on voit en fait la représentation contemporaine de la Chine et participe à la racialisation en France, non seulement des personnes issues de la diaspora chinoise, mais aussi des personnes qui peuvent être perçues comme asiatiques ou qui se sont identifiées comme asiatiques elles-mêmes. Et d'un autre côté, du coup, quels discours antiracistes sont mobilisés aussi par ces personnes selon leur sentiment d'appartenance, selon leur propre interprétation sur ce que représente la Chine ou asiatique. Donc, dans un premier temps, je vais parler plutôt sur la représentation de la Chine et ses diasporas. Et ensuite, on viendra voir les différents positionnements et discours, stratégies discursives face à ça. Bon, dans un premier temps, donc, la représentation contemporaine de la Chine. Parce que ce matin, jusque-là, on a parlé beaucoup de représentation historique, le pays jaune. Il y avait un débat sur l'influence de cette compétition économique entre la France et la Chine. Et évidemment, si on regarde la couverture médiatique de ces 10 dernières années, ici, on voit du coup l'image de la Chine, elle est plutôt représentée de manière très menaçante. Donc, dans ces couvertures, qui n'est pas une collection exhaustive, au-delà du rhétorique sur la Chine comme une menace, comme un complot, une ennemie qui va nous espionner, qui va nous écouter, on peut aussi constater des représentations très obsolètes comme celui de l'Empire chinois, voilà, un mandarin, un empire, et
aussi, ici au milieu, la photo de Xi Jinping habillé dans une chemise de Mao, pour rappeler aussi la Chine communiste, la Chine arriérée. Donc, effectivement, au-delà de la peur de la dépendance économique, je pense ici il est indéniable de souligner que le fait que l'arrivée de pouvoir de Xi Jinping, qui assume le renforcement du système État-parti, du système autoritaire, et aussi surtout une ambition de la Chine pour contrebalancer le pouvoir occidental, pour devenir la nouvelle hégémonie mondiale, ça renforce la peur et la crainte. Et ça devient d'autant plus vrai si on regarde la couverture médiatique avant l'arrivée du pouvoir de Xi Jinping. Parce que même si la dépendance économique de l'Europe vers la Chine était déjà très importante avant 2013, mais avant ce moment-là, en fait, quand on pense à la Chine, on a tendance plutôt à présenter la Chine à travers des actrices. Même si vous pouvez voir que ici, dans ces dossiers, ce ne sont pas tous les dossiers qui ont pour ambition pour parler du cinéma chinois. Donc ici, il n'est pas inutile de rappeler le mécanisme de l'orientation que Edward Said a parlé dans son livre Orientalisme, c'est-à-dire que le regard occidental sur l'Orient, le Western gaze, ce regard occidental, il est aussi un regard masculin qui tente à percevoir la Chine, de percevoir l'Orient et son objet comme une femme qui n'a pas pouvoir de parler. Alors que tout ça a changé avec l'arrivée du pouvoir de Xi Jinping qui a poussé la représentation de la Chine comme une sorte de menace qui pourrait poser le danger pour notre pays, notre société et surtout le modèle démocratique de vivre, de gestion. Je vais revenir sur ça plus tard quand on parle de Covid. Mais maintenant, du coup, on va voir comment les diasporas chinoises en France ont été perçues. Donc, s'agissant des diasporas chinoises, dans des discours dominants, on a tendance à mobiliser l'image des entrepreneurs chinois. Ici, comme dans ces extraits à montrer, ce sont des discours du président Nicolas Sarkozy adressés aux commerçants et entrepreneurs asiatiques lors de la fête de Nouvel An asiatique en 2010. Aujourd'hui, on peut trouver ce discours entier sur le site, dans l'archive publique. Donc ici, les entrepreneurs chinois asiatiques sont plutôt des objets d'éloge et ils ont été considérés comme le modèle de l'intégration réussie de la société française. Sachant que ce n'est pas du tout un hasard que ça vient de Nicolas Sarkozy, parce que c'est aussi un président qui a créé dans son politique d'immigration, qui a créé une distinction entre immigration choisie et immigration subie. Donc, dans cette opposition binaire, l'intérêt de faire des compliments auprès des immigrés asiatiques sont donc de créer une distinction entre les bons immigrés, mauvais immigrés, les immigrés désirables et d'autre côté, d'autres immigrés qui vont faire souffrir la France. Mais si c'est une représentation, si ces représentations d'immigrés entrepreneurs sont utiles à certains moments pour le discours politique, elle n'est pas la seule représentation attachée à la figure des entrepreneurs immigrés. Parce que en 2012, ce qu'on voit ici, du coup, c'est donc un article qui est publié par la magazine Le Point, intitulé « L'intrigante réussite des Chinois en France ». Donc, encore une fois, c'est un article qui est porté sur la performance économique des diasporas chinoises en France. Mais ici, au-delà d'un ton élogieux, la magazine a plutôt choisi de stigmatiser ces entrepreneurs chinois comme des personnes qui travaillent énormément, qui exploitent leur famille, qui ne payent pas des impôts et qui gagnent trop d'argent par rapport à ce qu'ils ont
ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc ici, on voit très bien que du coup, quand c'est utile pour le discours politique, les immigrés chinois, ils pourraient être perçus comme des immigrés modèles, mais alors que l'envers de déco de cette figure d'immigré modèle pourrait aussi être d'autres choses qui est en fait même si ils ont été considérés comme des immigrés modèles, ça reste immigré. Du coup, dans d'autres moments, on voit des mécanismes beaucoup plus négatifs attachés à cette représentation des entrepreneurs immigrés. Et c'est pour ça qu'en 2014, quand l'Association des jeunes chinois de France ont porté plainte à côté du SOS Racisme, ils ont amené cette banderole pour parler de tous les insultes qui ont subi quotidiennement dans leur parcours. Et en 2016, dans une autre tribune, là, des élus d'origine asiatique qui ont grandi en France ont même souligné le fait que les Asiatiques sont considérés comme des minorités dites modèles, contribuaient à occulter d'autres insultes et d'autres violences raciales qu'ils ont subies. Ça les écarte du champ militant, ça les écarte de l'imaginaire possible des victimes de discrimination et du racisme. Et tout cela sont des l'envers de déco de l'effet pervers de la figure d'une minorité modèle de ce récit. Maintenant, je vais parler d'un autre effet pervers de ce préjugé, parce que justement, à cause du fait que l'image, la représentation des immigrés chinois, de diaspora chinois, sont tellement attachées aux figures des entrepreneurs immigrés, des personnes riches. Donc, en fait, à partir des fin de l'année 90, des années 2000, en fait, dans la région parisienne, un autre problème qu'on a vu, ce sont des vols et des agressions qui se sont multipliés pour viser toutes les personnes qui peuvent être perçues comme chinois. Donc, le résultat, c'est que ça devient presque toutes les personnes asiatiques, typées asiatiques, parce qu'on les associe comme chinois. Bon, une petite précision, c'est que en plus l'imaginaire de chinois égale entrepreneur, donc chinois égale riche, il y a aussi une autre raison qui contribue à ça, c'est les barrières linguistiques des immigrés, des primo-arrivants et aussi leur statut administratif. Donc, avec tous ces handicaps, le résultat, c'est que beaucoup des immigrés chinois, ils ont peur d'aller porter plainte en cas de viol. Donc, effectivement, ça devient un cercle vicieux. Et c'est pour ça que, du coup, à partir du milieu des années 2000, de nombreux collectifs de descendants immigrés ont essayé de travailler avec les avocats pour amener ces cas dans le tribunal et pour demander la reconnaissance juridique de ces vols violents comme des vols racistes. Donc l'idée, c'est effectivement de faire reconnaître ces préjugés que les Chinois égale entrepreneurs égale riches, donc des cibles faciles. L'idée, c'est de faire reconnaître cette idée perçue comme un préjugé raciste. Et ici, du coup, j'ai listé 3 cas qui ont réussi à obtenir la circonstance aggravée de la part de juge. Et par ailleurs, au-delà des actions juridiques, il y a aussi des manifestations de rue, d'autres actions qui ont mené ensemble. Et sur le terrain, par ailleurs, on pourrait voir que au-delà de préjugés, on pourrait aussi constater beaucoup de conflits de cohabitation entre ces populations dans ces quartiers souvent multiculturels, qu'ils soient dans le 93 ou dans le département de Var-de-Marne, mais je n'ai pas le temps pour développer ici. Enfin, voilà, donc on a vu la représentation de la Chine et on a vu des représentations de diaspora chinoise comme immigrés modèles, mais aussi des cibles faciles. Cela n'empêche pas que pendant le temps de Covid, ce sont les vieilles idées
du Beihou jaune qui est revenu quand le virus de Covid a été découvert à Wuhan. Donc ici, on voit à gauche, c'est la couverture, la une du journal Courrier Picard, qui est dans un premier instant, qui a tout de suite, à la suite de la découverte du virus à Wuhan, a utilisé le titre Alerte jaune. Et dans le même numéro, ils ont intitulé leur éditorial le Beihou jaune. Donc, et à la suite, dans la semaine qui suit, dans les mois qui suivent, en France comme ailleurs, on a observé de nombreux incidents racistes, comme la désertion de restaurants asiatiques. Encore une fois, on parle de manger des animaux, des chauves-souris ou pangolins dans des restaurants asiatiques ici. On a vu des multiplications des agressions verbales ou physiques visant toutes les personnes asiatiques, toutes les personnes qui sont perçues comme chinois. Et par ailleurs, il y avait même des appels sur les réseaux sociaux pour agresser les personnes asiatiques. On témoigne aussi, on observe des tags racistes dans l'espace public ou encore des remarques déshumanisants comme ils enterrent les Pokémon. Ça vient d'un reportage sur le BFM TV au mois d'avril quand ils commentent ce qui s'est passé en Chine. Tout ça pour dire que la réussite économique où la posture politique de la Chine a pu produire des représentations menaçant beaucoup plus contemporaines, mais cela n'empêche pas aussi que des vieilles représentations comme le Beihou jaune, toutes ces peurs xénophobes restent. Mais face à ces représentations, du coup, comment les personnes perçues comme chinoises et les personnes s'identifiées comme asiatiques émettent et répondent, là, du coup, on va voir plusieurs différents types de réponses. Donc, première réponse, c'est de rejeter l'essentialisation, donc rejeter une assignation comme chinois ou asiatique. Donc ici, à gauche, c'est une photo qui est prise sur Twitter le 27 janvier 2020. Donc c'est le hashtag « Je ne suis pas un virus ». C'est un mouvement spontané qui est arrivé tout de suite après la publication de ce courrier Picard, de cet article de courrier Picard. Et la personne qui a initié ça, c'est une enseignante de l'école qui est elle-même d'origine coréenne, mais qui a été adoptée par une famille française. Donc, elle était très, très active déjà dans le milieu militant, mais pas extrêmement impliquée dans le mouvement antiraciste. Et ici, en voyant toutes les vagues des agressions verbales, physiques et des incidents visant les Asiatiques, elle a lancé ce hashtag et elle a publié un très long post sur Twitter. Ce qui est intéressant ici, c'est le mécanisme qu'elle appelle asiaticité, c'est-à-dire que ces violences-là qui a été déclenchées par la peur du Covid, c'est un déchaînement qui vise les personnes dites asiaticées, donc des personnes qui sont étiquetées comme asiatiques, parce que dans l'inconscient collectif française, on les attribuait, on les étiquetait comme des Chinoises. Et cette assignation devient donc un ressort du racisme anti-asiatique. Donc après avoir décortiqué ce mécanisme, et là, analyser pour rappeler que le virus n'a pas de nationalité et qu'il s'agit de violences xénophobiques qu'on ne peut pas pardonner et accepter. Donc, de dénoncer un tel processus de racialisation. Donc, c'est un hashtag, c'est une mobilisation sur les réseaux sociaux qui est très réussie parce que ça réagit tout de suite sur l'insulte du Beihou jaune. Donc, dans cette semaine qui a suivi la découverte du virus à Wuhan, cet hashtag a été repris par de nombreuses personnes s'identifiées comme asiatiques sur les réseaux sociaux et il y a aussi beaucoup de discussions, de débats dans les médias pour inviter des millions pour parler de tout ce du racisme anti-asiatique qui soit lié au Covid
ou d'autres mécanismes d'expression beaucoup plus banals. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si ce mouvement, ça a montré une sorte de généralisation de conscience parmi toutes les personnes identifiées comme asiatiques sur la cause du racisme anti-asiatique, pour des personnes qui sont elles-mêmes d'origine chinoise, ce hashtag « je ne suis pas un virus » pourrait en effet être perçu différemment, c'est-à-dire que pour des personnes qui sont d'origine chinoise ou issues de diaspora chinoise ou même nées en Chine, ça peut être considéré comme une sorte de geste pour écarter les Chinois dans ce champ, une sorte de désolidarité. Et de la même façon, du coup, pendant le confinement, on a fait une enquête auprès d'une trentaine de personnes chinoises. Et ici, du coup, ce qu'on voit, c'est pour des personnes qui sont elles-mêmes d'origine chinoise, donc en fait, le ressenti par rapport au Covid et au racisme, il est beaucoup plus lié avec le débat politique. Certains parmi vous peut-être se souviennent encore de cet entretien d'Emmanuel Macron au Financial Times pour discuter sur les différents modèles de gestion du Covid, alors qu'il considère que le Covid, c'est un moment aussi de montrer le modèle démocratique de l'Europe pour gérer la pandémie. Pour des personnes chinoises qui ont répondu à notre enquête, ça pose une pression extrêmement importante pour la prise de position. Comme il faudrait choisir le camp, il faudrait se positionner, choisir entre le pays où ils sont nés, entre le pays où ils sont accueillis, alors que tout le monde n'a pas forcément une sorte d'opinion. Or, n'importe quel propos contre le modèle européen ou français pourrait être considéré comme une sorte de manque de loyauté. Donc ici, on voit donc un dilemme extrêmement important pour ces personnes d'origine chinoise qui ne se retrouvent pas forcément dans le hashtag « je ne suis pas un virus ». Maintenant, je vais parler de le deuxième type de discours, lancé aussi par certains descendants chinois. L'enjeu ici justement, c'est du coup au lieu d'être forcé à choisir entre la Chine et la France, eux, ils ont donc fait le choix d'affirmer un double héritage et double appartenance. Donc, un collectif des jeunes Chinois de France, ils ont donc lancé cette vidéo, ce hashtag We Belong Here, donc notre place est ici. En 2021. Donc la vidéo, elle a juste apparu après la meurtre des esthéticiens à Atlanta, mais ce sont aussi une réaction par rapport à l'appel à l'agression des Chinois après le deuxième confinement en octobre 2020. Et à côté de on parlait de ce dispositif, d'autres mesures similaires consistent surtout à créer des cercles de parole pour des personnes descendants immigrés asiatiques pour partager leur expérience de racisme, de discrimination, de trauma liés avec leur propre parcours migratoire, ou bien d'organiser des expositions ou des festivals dont l'objectif pour valoriser leur héritage culturel asiatique. Et on voit aussi de plus en plus de productions culturelles en ce sens, qu'ils soient des podcasts, des films, des romans. OK. Bon, pour terminer, du coup, il semble qu'aujourd'hui, donc, après avoir parlé beaucoup sur la Chine, donc, il semble aujourd'hui, du coup, la tendance est surtout de s'émanciper de la Chine pour pouvoir affirmer une approche asiatique et anti-raciste. Donc, d'un côté, on voit de plus en plus des personnes qui essaient de souligner la diversité du continent asiatique, et d'autre côté, ce sont aussi des approches beaucoup plus décoloniales, ou bien de souligner une sorte de pan-asiatique identité. Donc, je vais conclure ici pour montrer que voilà, donc en fait, la représentation contemporaine de la Chine, ça contribue aujourd'hui au processus de racialisation des Asiatiques. Mais du coup, ça provoque aussi des réponses antiracistes très diversifiées selon l'appartenance de chacun et selon. Donc il faudrait sortir de représentation de la Chine comme une État-nation pour créer des réponses antiracistes. Merci. Merci beaucoup.